45 000 turbans flottant dans un marécage de sang et de boue gelée. 45 000 fils de l'empire le plus puissant de la terre, massacrés en moins de 3 jours. L'air empeste le fer rouillé et la chair brûlée. Mais ce qui glace réellement le sang, ce n'est pas l'hiver, c'est le silence. Le silence absolu d'une armée invincible qui a tout simplement cessé d'exister. Ce n'est pas une légende. Cela s'est produit en l'an 1475, et la question qui a tourmenté les cours d'Europe et les palais d'Istanbul pendant des décennies était unique. Comment ? Comment est-il possible qu'une petite principauté, oubliée de Dieu et entourée d'ennemis, ait réussi à humilier la machine de guerre qui avait dévoré Constantinople ? On dit que la guerre est un jeu de nombres. Si tu as plus d'hommes, tu gagnes. Si tu as de meilleurs canons, tu gagnes. Mais c'était différent. Dans les forêts de Moldavie, un homme a démontré que la guerre est avant tout un jeu de l'esprit. Son nom était Étienne, et son arme n'était ni l'acier, ni la poudre, c'était le brouillard. Bienvenue dans l'enfer blanc de Vaslui. Mais pour comprendre la fin, nous devons voir le début. Pour comprendre l'ampleur de cette boucherie, il faut regarder vers le sud. Le sultan Mehmed II, le conquérant, siège sur le trône de la Constantinople récemment capturée. Son ambition n'a pas de limite. L'Europe tremble devant son ombre. Les royaumes tombent les uns après les autres comme des châteaux de cartes face au vent. Le message pour la Moldavie était simple et brutal. Payer le tribut annuel en or ou affronter l'anéantissement total. Pour tout souverain sensé, le choix était évident. Tu t'agenouilles et tu vis un jour de plus. Mais Étienne de Moldavie n'était pas un homme sensé. C'était un homme avec une vision terrible. Étienne a cessé de payer. Ce n'était pas une erreur administrative, c'était une déclaration de guerre. Il savait exactement ce qu'il déclenchait. En défiant le sultan, il invitait l'apocalypse dans sa propre maison. Mehmed ne pouvait permettre une telle insolence. La réponse fut immédiate et tonitruante. L'Empire mobilisa son meilleur général, Süleyman Pacha. Süleyman ne voyage pas seul. Sous son commandement marche une force colossale de 120 000 hommes. Des janissaires d'élite, de la cavalerie lourde et une artillerie capable d'abattre n'importe quelle muraille. C'est une marée humaine imparable. Le sol tremble sous leurs bottes. Son objectif est d'effacer la Moldavie de la carte et de la transformer en une simple province. Qu'a Étienne pour les arrêter? À peine 40 000 hommes, la plupart des paysans mal armés avec des haches et des faux. S'ils se rencontrent en terrain découvert, la bataille durera 1 heure. Ce sera un massacre unilatéral. Étienne le sait. Ses généraux le savent. La peur se répand dans les rangs moldaves comme une maladie. Mais le prince moldave a un allié que les Ottomans sous-estiment fatalement, le terrain. La Moldavie n'est pas une plaine ouverte. C'est un piège mortel de forêts, denses et de marécages traîtres. Étienne ordonne l'évacuation totale. Il brûle les villages, empoisonne les puits, détruise les entrepôts de grains. C'est la tactique de la terre brûlée. Lorsque l'armée ottomane franchit la frontière, elle ne trouve ni gloire ni butin. Elle trouve la faim, elle trouve la désolation. Chaque pas vers le nord est un tourment logistique. Il n'y a pas de nourriture pour les chevaux, ni pour les hommes. Le froid commence à mordre, mais Süleyman, arrogant dans sa puissance, commet l'erreur de continuer à avancer. Il croit qu'Étienne fuit, il croit que le prince a peur de livrer bataille. Pour quelle autre raison brûlerait-il son propre royaume? Süleyman presse la marche, impatient d'écraser le rat qui se cache. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne poursuit pas une proie, il marche vers l'abattoir. Étienne a choisi le lieu, avec la précision d'un chirurgien, une vallée étroite près de la ville de Vaslui. La rivière Barlade coule lente et boueuse, entourée de marais que l'hiver n'a pas réussi à geler complètement. C'est un goulot d'étranglement naturel, l'endroit parfait pour que les nombres meurent. Les Moldaves arrivent en premier. Ils connaissent chaque arbre, chaque sentier caché. Ils commencent à préparer la scène. Ils creusent des fossés cachés, ils aiguisent des pieux de bois, préparent leur artillerie légère dans des positions camouflées. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un piège mécanique conçu pour broyer de la chair. Et alors,
Ils commencent à attendre dans un silence sépulcral. C'est janvier. L'hiver frappe avec une furie inhabituelle. Le brouillard descend sur la vallée, épais comme du lait, cachant le monde. La visibilité se réduit à quelques mètres. Les Ottomans marchent à l'aveugle, confiants en leurs éclaireurs qui mystérieusement ne reviennent pas. Le son de leurs tambours résonne dans la brume. Étienne observe depuis une colline cachée. Sa respiration forme des nuages de vapeur dans l'air glacé. Il peut entendre le monstre approcher. 120 000 âmes entrant dans la vallée de la mort. Le prince lève la main, il ne donne pas encore l'ordre. Il attend le moment exact où la panique sera irréversible. Suleiman Pacha, monté sur son cheval de guerre, fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. Le silence de la forêt est antinaturel. Soudain, un son brise le calme. Ce n'est pas un canon, ce n'est pas un cri. C'est le son d'un corps de chasse solitaire résonnant à travers le brouillard épais. Ce corps n'annonce pas une chasse aux animaux, il annonce une chasse aux hommes. Soudain, le son se multiplie. Des centaines de boussioums, de longues trompettes en bois, commencent à rugir depuis tous les points cardinaux. Le son rebondit sur les collines invisibles, créant un écho assourdissant qui désoriente les sens. Les chevaux ottomans se cabrent, terrorisés par le vacarme qui semble surgir de la terre elle-même. Suleiman tourne la tête cherchant l'ennemi, mais le brouillard est un mur blanc, impénétrable, et alors l'air siffle. La première salve d'artillerie moldave traverse la brume avec une violence aveugle. Il ne vise pas des cibles spécifiques, car ce n'est pas nécessaire. La colonne ottomane est si dense que chaque boulet de canon trouve chair et os. Les projectiles ouvrent des sillons sanglants dans les rangs compacts. Des cris de douleur se mêlent au rugissement des corps. La panique commence à germer. Suleiman hurle des ordres que personne n'écoute. Il tente de déployer ses troupes, de former des lignes de bataille, de faire ce que tout général ferait. Mais la vallée est trop étroite. Les hommes se heurtent les uns aux autres. La discipline de fer, l'orgueil de l'armée du sultan se dissout dans une foule confuse. Le génie d'Étienne brille dans ce chaos manufacturé. Il avait placé des musiciens et des tambours loin du gros de son armée, dispersés sur les flancs boisés. Le son trompe les oreilles ottomanes. Il croit être encerclé par une force immense, infiniment supérieure à celle qui existe réellement. Il croit que l'attaque principale vient de la gauche. Il croit qu'elle vient de la droite. Ils tirent leurs mousquets et leurs flèches vers le brouillard, gaspillant leurs munitions contre des ombres et des troncs d'arbres. Ils se battent contre des fantômes, tandis que le vrai danger attend patiemment, l'acier dégainé et prêt à tuer. C'est le moment que l'infanterie légère moldave attendait. Ils surgissent de la brume comme des démons de la forêt. Ils ne portent pas d'armure lourde qui les ralentirait dans la boue. Ils attaquent les flancs de la colonne désorganisée avec une férocité sauvage, frappant vite et reculant avant qu'ils ne puissent contre-attaquer. Le sol, sous les pieds des envahisseurs, commence à céder. Le dégel soudain et le piétinement de milliers de bottes ont transformé la vallée en un marécage vorace. Les soldats ottomans, chargés de lourdes cottes de mailles et d'équipements luxueux, découvrent que leur protection est leur tombeau. Ils s'enfoncent jusqu'aux genoux dans la vase gelée. La mobilité, le grand avantage de la cavalerie légère turque, disparaît complètement. Les chevaux restent piégés, devenant des cibles statiques pour les archers moldaves cachés dans les arbres. C'est une boucherie lente, méthodique et terriblement efficace. Au centre du chaos, les janissaires tentent de garder leur calme. Ils sont l'élite, élevés depuis l'enfance pour la guerre, loyaux jusqu'à la mort. Ils parviennent à former un cercle défensif, hérissant leurs lances vers l'obscurité blanche. Ils sont un îlot de discipline dans un océan de folie absolue. Suleiman voit ses janissaires résister et sent une lueur d'espoir. S'ils parviennent à supporter le choc initial, s'ils parviennent à pousser vers un terrain ferme, la supériorité numérique comptera à nouveau. Il a besoin de temps, il a besoin que le brouillard se lève. Mais Étienne n'a pas l'intention de leur donner une seule seconde. Le prince moldave observe comment l'ennemi se regroupe autour du pont de bois sur la rivière Barlade. C'est le seul chemin ferme à travers le marais.
Des milliers d'Ottomans s'y entassent, désespérés de traverser, se piétinant les uns les autres dans une course frénétique pour échapper à la boue. Étienne savait qu'il chercherait le pont. Il l'avait prévu des semaines auparavant. Il avait affaibli les piliers structurels, les laissant à peine capables de tenir. Maintenant, sous le poids de la foule terrorisée et de l'artillerie lourde qu'il tente de sauver, le vieux bois gémit. Le craquement est plus fort que les canons. Avec un fracas catastrophique, le pont s'effondre. Des centaines d'hommes, de chevaux et de canons tombent dans les eaux glacées et noires de la rivière. Les cris de ceux qui se noient s'ajoutent à la cacophonie. La voie de fuite a été coupée. Maintenant, ils sont piégés entre la rivière et l'épée. Le désastre est total. L'arrière-garde ottomane pousse vers l'avant sans savoir que le pont est tombé, poussant ses propres camarades à l'eau. Ils s'entretuent dans la confusion. Le sang commence à teindre la rivière, créant des veines rouges qui coulent lentement sous la couche de glace. Mais la bataille n'est pas terminée. Malgré l'horreur, malgré le piège, l'armée ottomane est immense. Il reste encore des dizaines de milliers d'hommes vivants et armés. La pure masse des corps commence à stabiliser le front par simple inertie. Sulayman refuse de se rendre. Le général ottoman ordonne à ses officiers d'exécuter quiconque tente de fuir. La peur de l'épée de leur propre commandant dépasse la peur de l'ennemi invisible. Peu à peu, brutalement, ils parviennent à arrêter la panique. Les Ottomans commencent à riposter avec une certaine coordination. Étienne fronce les sourcils depuis sa position élevée. Le piège a fonctionné, mais la bête est trop grosse pour mourir d'un seul coup d'estoc. Si les Ottomans parviennent à s'organiser, leur nombre finiront par écraser les Moldaves. Le moment de surprise est passé. Maintenant commence le véritable combat. Le chaos initial a-t-il suffi? Les Moldaves ont frappé fort, mais ils sont fatigués. Ils courent et tuent depuis des heures dans la boue, et face à eux, la marée de turbans semble infinie. Sulayman réorganise ses lignes pour une contre-attaque massive qui pourrait tout balayer. Étienne sait qu'il a besoin d'un coup final, quelque chose qui brise la volonté de l'ennemi pour toujours. Il regarde vers la forêt dense, à sa gauche, où il n'y a aucun mouvement visible. Là, caché dans l'obscurité la plus profonde, attend sa réserve stratégique. Mais est-ce le bon moment pour l'utiliser? Sulayman Pacha démontre pourquoi il est le bras droit du conquérant. À coups de cris et de fouet, il parvient à former une ligne de boucliers solide sur les cadavres de ses propres hommes. L'infanterie ottomane cesse de reculer. Ils plantent leurs talons dans la boue sanglante et abaissent les lances. La machinerie impériale se réveille. Pour les Moldaves, c'est un cauchemar récurrent. Ils en ont tué des centaines, mais pour chaque turban qui tombe au sol, 2 autres apparaissent dans le brouillard. La fatigue physique commence à peser plus que la peur. Les bras font mal à force de frapper. Les haches deviennent lourdes comme des enclumes impossibles. Les janissaires voient la fatigue dans les yeux de leurs ennemis et sentent la faiblesse. Ils avancent d'un pas rythmé, ignorant la vase qui suce leurs bottes. Leur cimeterre brille sous la lumière grisâtre de l'hiver. Le choc est brutal. L'acier ottoman commence à couper la chair de la milice paysanne. La ligne moldave commence à s'incurver vers l'intérieur. Ils cèdent du terrain, 1 mètre puis 2. Si la ligne se brise maintenant, tout le plan d'Étienne s'effondrera et ils seront anéantis jusqu'au dernier homme. Le prince observe depuis son poste, les jointures blanches serrant les rênes de son cheval. C'est maintenant ou jamais. Étienne se tourne vers son trompettiste personnel et hoche la tête une seule fois. Le son aigu coupe l'air, différent des corps graves qui ont sonné auparavant. C'est un signal spécifique dirigé vers le flanc droit, où la forêt est plus dense et plus sombre que la nuit noire. Soudain, la terre commence à trembler de nouveau. Mais cette fois, ce ne sont pas des canons. C'est le galop de 1000 chevaux frais, la cavalerie lourde des boyards. La noblesse guerrière de Moldavie fait irruption des arbres. Ils ne chargent et pas de face. Ils frappent le flanc exposé de la formation des janissaires comme un marteau. L'impact est dévastateur. Les janissaires, bloqués en combat frontal, ne peuvent pas pivoter à temps. Les lances de la cavalerie traversent des rangs entiers. Le son des os brisés et des armures écrasées est nauséabond. La discipline ottomane, qui venait d'être restaurée avec tant d'efforts,
se brise en 1000 morceaux de panique pure. Mais Étienne ne s'arrête pas là. Il sait que la peur est un feu qui a besoin de combustible constant. Il ordonne que sonnent plus de trompettes depuis l'arrière-garde ennemie où il n'a pas de troupes réelles. C'est un bluff audacieux. Les Ottomans, étourdis et encerclés, croient qu'une autre armée entière vient d'arriver pour les encercler. L'esprit des soldats turcs s'effondre. Ils ne voient pas 40 000 Moldaves. Leurs esprits terrorisés en imaginent des centaines de milliers. La réalité n'importe plus. Seule la perception d'une mort imminente compte. Ils jettent les armes, ils jettent les étendards sacrés. L'instinct de survie annule l'entraînement militaire et la loyauté envers le sultan. Suleiman regarde autour de lui et voit la fin du monde. Ses officiers lui crient qu'ils doivent battre en retraite pour sauver ce qui reste, mais il n'y a nulle part où aller. Le pont est détruit, la rivière est une tombe glacée, la forêt est pleine de démons moldaves. Il ne reste que le chaos absolu. La bataille cesse d'être un combat et devient une chasse. Les paysans moldaves, réanimés par la vision de la victoire, se lancent sur les envahisseurs avec une furie renouvelée. Pas de pitié. On ne fait pas de prisonniers. Ils se souviennent des villages brûlés. Ils se souviennent du tribut de sang exigé par Istanbul. La boue devient le plus grand ennemi de l'Empire. Les Ottomans glissent et tombent, piétinés par leurs propres compagnons en débandade. La vallée de Vaslui se transforme en une fosse commune en temps réel. Le brouillard se teinte de rouge, alors que le soleil commence à se coucher invisible derrière les nuages. Cependant, au milieu du massacre, un groupe de janissaires vétérans refuse de courir. Ils forment un mur de boucliers autour de Suleiman, décidés à vendre chèrement leur vie. Ils sont un rocher au milieu du torrent. Ils se battent avec le désespoir d'hommes qui savent qu'ils ne reverront jamais leur foyer. Étienne voit ce dernier foyer de résistance. Il pourrait les laisser fuir. Il pourrait déclarer la victoire. Maintenant, mais il sait que si Suleiman s'échappe avec son noyau d'élite intact, il reviendra, et la prochaine fois, il ne commettra pas les mêmes erreurs. Le prince dégaine sa propre épée. Aujourd'hui, l'espoir ottoman doit mourir. Le prince charge personnellement. Sa garde d'élite le suit en hurlant comme des loups affamés. Il percute le mur de janissaires dans une explosion de violence finale. L'acier heurte l'acier. Les étincelles volent dans le crépuscule. Étienne cherche du regard le général ennemi. Il veut sa tête sur une pique, mais la nuit tombe vite en hiver. L'obscurité avale la vallée, rendant impossible de distinguer amis d'ennemis. Le combat se dissout en duels individuels et en cris dans la noirceur. Suleiman, blessé et couvert de boue, est traîné par ses hommes vers l'épaisseur, profitant des ombres pour disparaître. Étienne arrête son cheval, haletant. La bataille principale est terminée, mais le massacre commence à peine. Les Ottomans sont dispersés, gelés et terrorisés dans un pays étranger. Le prince donne l'ordre le plus cruel de la nuit. Personne ne doit dormir. La poursuite doit continuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul vivant. Pendant 3 jours et 3 nuits, les forêts de Moldavie sont devenues un abattoir sans loi. Il n'y eut pas de repos pour les vainqueurs, ni de pitié pour les vaincus. Les soldats moldaves, guidés par la lumière de la lune et la haine, chassèrent les fugitifs comme s'ils étaient des animaux sauvages. Le froid, intense, fit le travail que les épées ne purent terminer. Des milliers d'Ottomans, perdus dans l'épaisseur, sans guide ni manteau, s'assirent simplement dans la neige et attendirent la mort. Leurs corps gelés restèrent comme des statues grotesques, marquant le chemin de leur honteuse et désordonnée retraite vers le sud. Les paysans des villages voisins sortirent de leurs cachettes avec des fourches et des couteaux de cuisine. Ce n'étaient pas des guerriers, c'étaient des vengeurs. Chaque soldat ottoman isolé trouva sa fin aux mains de ceux qu'il venait à servir. La terre elle-même semblait rejeter les envahisseurs en les avalant un par un dans l'obscurité. Quand le soleil se leva enfin, le brouillard se leva pour révéler le prix de la gloire. La vallée de Vaslui n'était plus blanche, c'était un tapis rouge et brun de cadavres empilés les uns sur les autres, chevaux éventrés, étendards de soie piétinés dans la boue et des milliers de visages pâles et vides. 45 000 morts.
C'est un chiffre que l'esprit humain peut à peine traiter. C'est plus que la population entière de nombreuses villes de l'époque. Les chroniqueurs disent qu'il n'y avait pas assez de terre pour tous les enterrer. Ils durent les laisser là, pourrissant au soleil froid, nourrissant les corbeaux. Ce fut la plus grande défaite de l'islam, face à une armée chrétienne depuis des siècles. La nouvelle courut comme une traînée de poudre dans les cours européennes. À Rome, à Venise, à Budapest, les rois et les papes n'en croyaient pas leurs yeux. Un prince barbare aux confins du monde avait réussi ce qu'il n'avait pas pu faire. Étienne ne perdit pas de temps en célébrations vides. Il savait que la victoire n'était qu'un répit temporaire avant la véritable tempête. Il écrivit une lettre célèbre envoyée à tous les monarques de la chrétienté. Il ne demandait pas d'or ni de pitié. Il leur dit avec une arrogance justifiée qu'il était leur bouclier. Ses mots furent clairs et prophétiques. Il avertit que la Moldavie était la porte de la chrétienté. Si cette porte tombait, rien n'arrêterait les Ottomans jusqu'à atteindre le cœur de l'Europe. Le pape Sixte IV, impressionné, lui accorda le titre d'athlète du Christ. Mais les titres n'arrêtent pas les flèches, car pendant que l'Europe célébrait et envoyait des lettres de félicitations, personne n'envoya de soldats, personne n'envoya d'argent. Étienne était seul. Il avait humilié le plus grand empire de la terre, et ses supposés alliés le laissèrent seul pour affronter les conséquences. Et les conséquences, comme il le découvrirait bientôt, seraient bien pires que la mort rapide. À Istanbul, la nouvelle de Vaslui ne provoqua pas de cris de colère. Elle provoqua un silence terrifiant. Le sultan Mehmed, l'homme qui abattit les murailles de Troie, écouta le rapport de ses généraux survivants sans ciller. Il n'exécuta pas Suleiman. Son échec était trop grand pour un châtiment si simple et rapide. Mehmed comprit que ce n'était plus une question de territoire ou de tribu, c'était une question d'honneur personnel. Un prince mineur l'avait giflé devant tout le monde connu. S'il n'écrasait pas la Moldavie jusqu'à la réduire en poussière, chaque province rebelle de l'Empire penserait que le sultan était faible. Le conquérant se leva de son trône et prit une décision qui glaça le sang de sa cour. L'année prochaine, il n'enverrait pas un général, il n'enverrait pas un pacha, il irait lui-même, il commanderait lui-même l'armée. Et il ne prendrait pas 120 000 hommes, il en prendrait presque le double. La machine de guerre ottomane commença à tourner de nouveau, mais cette fois avec une furie industrielle. Ils fondirent de nouveaux canons, plus grands et plus destructeurs. Ils recrutèrent des soldats depuis les frontières de la Perse jusqu'aux Balkans. L'objectif n'était plus la conquête, l'objectif était l'extermination totale de la race moldave. Étienne sentit le changement dans l'air quand arriva le printemps. Les espions lui apportèrent les nouvelles du Sud. Le sultan venait en personne. Pour un guerrier chrétien de l'époque, c'était comme entendre que le Lug lui-même venait frapper à ta porte. La victoire de Vaslui semblait lointaine. Le prince regarda ses rangs diminuer. Il avait perdu des hommes précieux dans le marécage. Ses ressources étaient à la limite. Comment pourrait-il répéter le miracle? Le brouillard ne le sauverait pas 2 fois. La surprise n'était plus une option. Mehmed ne tomberait pas dans les mêmes pièges que son subordonné. Il avait besoin d'un nouveau plan, mais le destin, cruel et capricieux, avait préparé une dernière ironie. Alors qu'Étienne se préparait pour l'invasion de l'été, une nouvelle menace surgit là où il l'attendait le moins. Elle ne venait pas du sud ottoman, mais de son dos. La trahison fait toujours plus mal quand elle vient de ceux qui ont juré de te protéger. Les Tatars de Crimée, cavaliers impitoyables de l'Est, franchirent la frontière comme une plaie de sauterelles imparables. Le sultan avait joué sa carte maîtresse diplomatique en incitant la Horde d'Or à attaquer l'arrière-garde de la Moldavie. Pendant qu'Étienne regardait avec terreur vers le sud, ses villages brûlaient à l'est. Le prince reçut la nouvelle, le cœur glacé. Ses soldats étaient des paysans. S'ils ne retournaient pas défendre leur foyer, ils n'auraient ni armée ni royaume à sauver. Étienne prit une décision déchirante. Il libéra le gros de sa force pour combattre les Tatars, restant terriblement seul face à l'Empire ottoman. Maintenant, avec à peine 10 000 guerriers professionnels à ses côtés,
Il devait affronter le conquérant en personne. C'était l'été de l'année 1476. Il n'y avait ni brouillard protecteur, ni marée gelée. Il n'y avait que chaleur, poussière et un océan de 150 000 Ottomans assoiffés de sang et de vengeance. Étienne choisit son terrain dans un lieu nommé Razboyeni. C'était une forêt dense sur un plateau, une forteresse naturelle qu'il fortifia avec des tranchées et des palissades de bois. Il savait que c'était une mission suicide. Son objectif n'était pas de gagner, c'était de faire en sorte que chaque mètre de terre coûte 1000 vies ennemies. La bataille commença par une tempête de feu. L'artillerie du sultan bombarda la forêt sans pitié, transformant des arbres centenaires en éclats mortels qui mutilaient les défenseurs. La fumée aveuglait les yeux et le bruit était assourdissant, mais les Moldaves tapis dans leurs trous refusèrent de mourir. Quand l'infanterie ottomane chargea vers le haut, elle rencontra un mur de haches et de désespoir. Les 10 000 d'Étienne se battirent avec une férocité qui défiait la logique. Ils repoussèrent vague après vague d'assaillants. Les cadavres ottomans commencèrent à remplir les tranchées, entravant l'avancée des vivants. L'après-midi tombait et la ligne moldave ne se brisait pas. Les janissaires, frustrés et craintifs, commencèrent à reculer. Mehmed, observant depuis son cheval, comprit le danger. Si son armée échouait ici, face à une poignée de rebelles, son autorité s'effondrerait. Le sultan dégaina son épée et éperonna son cheval. Ce fut un moment qui définit l'histoire. L'empereur du monde chargea contre les tranchées de boue, exposant sa vie sacrée à l'acier ennemi. Voir leur chef au front alluma une folie fanatique chez les troupes ottomanes. Ils rugirent comme un seul animal et se lancèrent vers l'avant. Le barrage se brisa finalement sous le poids insupportable des nombres. Les janissaires inondèrent le campement moldave. Ce fut un massacre à bout portant. Les boyards les plus fidèles d'Étienne formèrent un dernier cercle pour protéger la fuite de leur prince, mourant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout. Le champ de bataille resta si couvert d'ossements blanchis que les gens commencèrent à l'appeler Valea Albe, la vallée blanche. Étienne avait perdu. Son armée était détruite. Il fuit vers les montagnes du nord, blessé et seul, tandis que le sultan marchait triomphalement vers la capitale de Suceava. Mais la victoire de Mehmed fut un mirage cruel. Quand il arriva aux forteresses de Moldavie, il trouva les portes fermées et les murs hérissés de canons. Il ne put prendre ni la citadelle de Neamt, ni la capitale. Et alors, le vieil allié d'Étienne apparut de nouveau. La faim. La terre brûlée fonctionna avec un effet mortel. L'immense armée ottomane n'avait rien à manger. La peste éclata dans les campements. Les soldats qui avaient survécu aux épées moldaves mouraient maintenant en vomissant du sang. Mehmed, furieux et impuissant, dut ordonner la retraite avant que l'hiver n'arrive. Le conquérant abandonna la Moldavie sans avoir atteint son objectif principal. Il avait gagné une bataille, mais il avait perdu la guerre contre la volonté d'un seul homme. Étienne descendit des montagnes comme un fantôme indestructible. Il rassembla les survivants et poursuivit l'arrière-garde ottomane jusqu'à les expulser de sa terre. Cependant, le royaume était dévasté. Le sang de ses meilleurs hommes arrosait le sol, et les cendres des villages couvraient le ciel. Étienne comprit que la défense physique ne suffisait pas. Il devait invoquer le pouvoir divin. Il commença une obsession constructive qui changerait le paysage de sa nation pour toujours. Il promit d'élever une église pour chaque bataille livrée. Les monastères commencèrent à surgir dans les clairières des forêts, peints avec un bleu profond que ni la pluie ni le soleil ne pourraient effacer. C'étaient des forteresses de l'esprit, conçues pour durer plus longtemps que les empires, plus que les sultans, plus que lui-même. Les années passèrent et le guerrier vieillit. Une vieille blessure à la jambe, souvenir d'un siège de jeunesse, refusait de se fermer. L'infection rongeait sa chair, tandis que l'inquiétude rongeait son esprit. Les Ottomans n'étaient pas le seul danger. Au nord, le roi de Pologne regardait avec envie. Jean Ier Albert de Pologne, un
Monarque jeune et arrogant, rêvait de mettre son propre frère sur le trône moldave. Il pensait qu'Étienne était un vieux lion, sans dents ni griffes. En l'an 1497, il franchit la frontière avec une armée brillante, espérant une conquête facile. Le roi Jean-Albert de Pologne marche vers le sud avec la certitude absolue d'un dieu qui marche parmi les mortels. Il amène avec lui 80 000 hommes, la fine fleur de la cavalerie lourde européenne. Leurs armures de plaques milanaises brillent sous le soleil, d'automne valant plus que le trésor royal moldave. C'est un défilé d'arrogance, pas une campagne militaire. Plumes d'autruche, caparaçons de velours et étendards de soie ondulent au vent. Il croit que le vieil Étienne, malade et boiteux, se rendra en voyant tant de splendeur. Il croit que la guerre est un tournoi élégant où gagne celui qui a l'équipement le plus cher. Mais Étienne ne joue pas au chevalier. Étienne joue à survivre. Le prince, incapable de monter à cheval à cause de l'agonie de sa jambe pourrie, se fait porter en litière au front de ses troupes. Son corps est brisé, mais son esprit reste le piège le plus dangereux de l'Est de l'Europe. Il refuse d'affronter la cavalerie polonaise en terrain découvert. Il sait que ses cavaliers légers seraient écrasés par la charge lourde des hussards. Au lieu de cela, il s'enferme derrière les murs de pierre de sa capitale, Suceava, et attend. Il laisse l'ennemi s'écraser contre la réalité de la guerre de siège. Les canons et polonais rugissent jour et nuit. Mais les murailles de Suceava sont des dents de granit qui brisent l'orgueil envahisseur. Les semaines passent. La pluie d'octobre transforme le campement royal polonais en un marécage de dysenterie et de fièvre. Les chevaux de guerre meurent de faim dans la boue. Jean-Albert, humilié et voyant comment son armée se dissout sans avoir livré une seule bataille réelle, ordonne la retraite, mais son orgueil l'empêche de négocier une sortie sûre. Il décide de marcher, de retour à travers les forêts denses de Bukovine, croyant que le vieux lion moldave est trop faible pour le poursuivre. C'est l'erreur qu'Étienne attendait. Ces éclaireurs guident subtilement la colonne polonaise vers un chemin spécifique, un sentier ancien qui traverse le cœur de la forêt de Kosmin. Les chemins sont étroits, les ravins sont profonds, et les arbres sont immenses, anciens et étrangement silencieux. Ce que les Polonais ne savent pas, c'est que cette forêt n'est pas naturelle. Pendant des jours, des milliers de bûcherons moldaves ont travaillé dans un silence fantomatique caché par la végétation. Ils ont coupé les troncs des arbres géants presque jusqu'à la base, les laissant à peine soutenus par des cales de bois et un équilibre précaire. La colonne polonaise s'étire sur des kilomètres, un serpent de métal piégé dans un tunnel vert. Les chevaliers ronchonnent, coincés dans leurs armures, impatients de sortir de cette obscurité claustrophobe. Ils ne peuvent pas manœuvrer, ils ne peuvent pas former de ligne de bataille. Ce sont des canards de foire dans un stand de tir. Soudain, un signal parcourt l'épaisseur. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est le son sec de haches frappant le bois à l'unisson. Les cales sont retirées. La physique fait le reste. Les arbres, libérés de leur équilibre, commencent à s'incliner lentement au début, gagnant de la vitesse à chaque seconde qui passe. La forêt entière s'effondre sur la cavalerie la plus fière d'Europe. Des troncs de plusieurs tonnes écrasent chevaux et cavaliers comme s'ils étaient des insectes de fer blanc. Le fracas est apocalyptique, un tremblement de terre, de bois, de métal et d'os qui secoue la terre même. Le ciel se ferme sur leurs têtes. Les arbres ne tuent pas seulement par impact, ils créent une cage instantanée. Les survivants restent piégés sous un enchevêtrement de branches et de troncs, immobilisés dans leurs propres armures. Et alors, entre la poussière et le chaos, apparaissent les paysans moldaves. Ils n'apportent pas d'épées nobles, ils apportent des masses et des gourdins. C'est une boucherie médiévale dans sa forme la plus pure et brutale. Les chevaliers polonais, conçus pour des duels honorables, hurlent impuissants pendant qu'ils sont battus à mort sans pouvoir lever les bras. La supériorité technologique de la Pologne devient son cercueil. La forêt de Kosmin dévore la noblesse envahissante. Jean-Albert s'échappe par miracle avec un petit contingent.
laissant derrière lui son honneur, son trésor, et des milliers de ses meilleurs hommes morts ou capturés. La légende raconte qu'Étienne, implacable dans la victoire, obligea les nobles polonais capturés à labourer les champs de bataille de leurs propres mains. Il les attela aux charrues comme s'ils étaient des bœufs, les obligeant à semer des glands dans la terre arrosée du sang de leurs frères. De ces glands poussa une nouvelle forêt, un monument vivant à la stupidité de sous-estimer la Moldavie. Ce fut la dernière grande chasse du vieux loup. Mais le temps est le seul ennemi qu'on ne peut pas embusquer dans une forêt. La blessure à la jambe d'Étienne, ouverte des décennies auparavant dans un siège oublié, refuse de guérir. L'infection s'étend comme un poison lent, dévorant ses forces jour après jour, lui volant la vie par morceaux. Les médecins les plus célèbres du monde voyagent à Suceava. Chirurgiens vénitiens, médecins juifs, guérisseurs tatars. Tous tentent de sauver l'homme qui a sauvé l'Europe. Il brûle la chair pourrie avec des fers chauffés au rouge, tandis qu'Étienne serre les dents refusant les breuvages pour dormir. Il supporte la douleur en silence, mais la fièvre ne cède pas. L'année 1504 se lève avec un présage sombre sur les Carpates. Le prince sait que la fin est proche. Il ne craint pas la mort. Il l'a regardée en face 48 fois sur le champ de bataille. Ce qui le terrifie, c'est ce qui viendra après. Que se passera-t-il avec son petit pays quand sa main de fer ne tiendra plus l'épée? Il regarde ses fils et ses nobles et voit de la faiblesse. Il voit ambition et trahison attendant qu'il ferme les yeux. Il sait que sans un chef fort, les vautours qui entourent la Moldavie descendront pour la dépecer. Sur son lit de mort, entouré d'encens et de prières monastiques, Étienne prend une décision finale. C'est une décision qui surprend tout le monde. Une manœuvre stratégique que personne n'attendait du grand défenseur de la foi. Il convoque son conseil pour dicter sa dernière volonté politique. Il ne leur ordonne pas de lutter jusqu'au dernier homme. Il ne leur ordonne pas de lancer des croisades suicidaires. D'une voix rauque mais ferme, l'homme qui a passé 47 ans à tuer des Ottomans leur ordonne de faire l'impensable. Il leur ordonne de négocier la paix avec le sultan, mais pas n'importe quelle paix. Étienne a rédigé les termes avec la précision d'un avocat. La Moldavie paiera tribut. Oui, mais en échange, l'Empire ottoman ne pourra pas construire de mosquées sur son sol, ne pourra pas intervenir dans ses lois et ne pourra pas nommer ses gouvernants. C'est une soumission technique pour garantir la liberté réelle. C'est son dernier coup de maître. Il sait que l'Empire est trop fort pour lui résister éternellement par la force. S'ils continuent à lutter, ils seront anéantis. S'ils plient légèrement, comme le roseau face à la tempête, ils survivront. C'est la sagesse brutale de celui qui a vu trop de sang versé en vain. Le 2 juillet, le soleil se couche derrière les montagnes et une tempête d'été éclate sur Suceava. Le tonnerre gronde comme des canons lointains, un adieu adéquat pour le guerrier. Étienne expire son dernier souffle et le cœur de la nation s'arrête avec lui. Quand les cloches de l'église de Putna sonnèrent le glas, le son traversa les frontières comme une onde de choc invisible. En Hongrie, en Pologne et jusqu'aux tours de Venise, les hommes puissants sentirent un frisson soudain. Le bouclier de l'Europe s'était brisé. Le gardien de la porte était tombé pour toujours. La mort d'Étienne n'apporta pas la paix immédiate. Elle apporta une terreur silencieuse et profonde. Les paysans regardaient vers le sud, attendant de voir la poussière des armées ottomanes à l'horizon, sans le vieux loup patrouillant la frontière avec son regard de glace qui arrêterait la marée montante de l'islam. Ils l'enterrèrent sous la pierre froide du monastère qu'il avait lui-même ordonné de construire. Ils ne mirent pas d'or ni de bijoux ostentatoires dans sa tombe, seulement son épée et son manteau royal. Même dans la mort, Étienne semblait monter la garde. Sa tombe n'était pas un lieu de repos, c'était un poste de surveillance. Regardons ses contemporains pour comprendre sa grandeur unique. Vlad l'Empaleur, son cousin et allié, mourut assassiné avec la tête coupée et envoyé à Istanbul, conservé dans du miel. Le puissant roi de Hongrie mourut sans héritier légitime. Le sultan,
Mehmed mourut supposément empoisonné par son propre fils. Tous eurent des fins tragiques, mais Étienne mourut dans son propre lit, dans son propre château, entouré de ses gens et laissant un royaume intact. Dans le jeu de trône sanglant du XVe siècle, c'était l'équivalent d'un miracle impossible. Il avait survécu à 48 guerres et à d'innombrables tentatives d'assassinat et de trahison. Sa dernière ordre politique fut accomplie à la lettre. Ses successeurs, tremblants de peur et de pragmatisme, envoyèrent les premiers chariots chargés d'or au sultan. Ils achetèrent la paix qu'Étienne avait gagnée avec du sang. Ce fut humiliant, oui, mais la Moldavie continua d'exister. Elle ne devint pas une province turque de plus. L'autonomie du pays fut sauvée grâce à cette manœuvre finale. Pendant que les royaumes voisins des Balkans étaient effacés de la carte et absorbés par la bureaucratie ottomane, la Moldavie maintint ses lois, ses princes et sa foi. Le tribut était le prix du loyer pour vivre dans la gueule du loup. Cependant, le véritable héritage de cet homme n'est pas dans la diplomatie finale, mais dans la boue gelée de Vaslui. C'est à ce jour de janvier que nous devons revenir pour comprendre l'ampleur de son esprit. Car Vaslui ne fut pas seulement une bataille tactique, ce fut un point de rupture psychologique. Jusqu'à ce moment, l'armée ottomane avait une aura d'invincibilité surnaturelle. On disait qu'Allah marchait avec eux, que leurs canons étaient des tonnerres divins que personne ne pouvait réduire au silence. Les royaumes chrétiens luttaient contre eux avec la certitude de la défaite, paralysés par la peur avant de dégainer le premier acier. Étienne brisa ce sortilège maléfique une fois pour toutes. Il démontra au monde que le géant saignait. Il démontra que les janissaires pouvaient ressentir une panique absolue. Il démontra que le sultan pouvait être berné, humilié et vaincu par une armée de fermiers avec de la stratégie. Vaslui enseigna à l'Europe que la résistance était possible. Imaginons une seconde l'esprit de ces paysans moldaves après la bataille, des hommes qui avaient passé toute leur vie à labourer la terre. Maintenant, ils marchaient parmi des montagnes de cadavres impériaux. Ils avaient tué les maîtres du monde. Cette injection de morale forgea une identité nationale qui durerait des siècles d'obscurité. Les chroniqueurs turcs, qui admettaient rarement des défaites dans leurs registres, appelèrent Étienne un parmi les hommes. Mais dans leurs écrits secrets, il y avait un respect profond et craintif. Ils le reconnaissaient comme le meilleur guerrier de son temps. Même l'ennemi dut incliner la tête devant l'ampleur de la catastrophe. Le brouillard de Vaslui devint une partie fondamentale du mythe. On disait que Dieu lui-même avait abaissé les nuages pour protéger les Moldaves ce jour-là. Mais nous connaissons la vérité. Ce ne fut pas Dieu. Ce fut un homme qui comprenait la géographie mieux que ses ennemis. Ce fut la victoire de l'intelligence. Aujourd'hui, le champ de bataille est un lieu étrangement tranquille. L'herbe pousse verte et haute, nourrie par les nutriments de 45 000 corps décomposés. Il n'y a pas de grand monument de marbre qui crie au ciel, seulement une croix solitaire et le vent qui murmure entre les arbres de la vallée. Mais si l'on ferme les yeux et qu'on écoute attentivement, on peut presque entendre l'écho lointain des corps de chasse. On peut presque sentir la vibration des sabots de la cavalerie boyarde brisant la ligne des janissaires. L'histoire est imprégnée dans le sol, attendant que quelqu'un la raconte de nouveau. Nous arrivons à la fin de ce voyage brutal à travers l'histoire. Nous avons vu le sang, le feu, la trahison et la mort. Mais il nous manque une pièce maîtresse pour fermer le cercle. Il nous manque de comprendre le coût humain réel. Il nous manque de regarder dans les yeux l'homme derrière la légende, parce que gagner 48 batailles te fait payer un prix, et qu'aucun être humain ne devrait payer. Étienne a sauvé l'Occident, mais qui a sauvé Étienne de ses propres démons? La guerre éternelle transforme les hommes en quelque chose de différent, quelque chose de plus dur et froid que l'acier de leurs propres épées. Et il y a une dernière vérité inconfortable sur Vaslui que les livres d'histoire omettent souvent pieusement. Une vérité sur ce qui est arrivé aux prisonniers, à ceux qui ne sont pas morts dans le combat immédiat. Une vérité qui nous rappelle que dans la guerre du XVe siècle, il n'y avait pas de héros, seulement des survivants. Les chroniques chuchotent sur le destin final des commandants turcs capturés.
Étienne ne les renvoya pas chez eux contre une rançon millionnaire. Il aligna les chemins avec des pieux aiguisés. Les pachas de plus haut rang furent empalés vivants, obligés de contempler leur propre défaite depuis une hauteur agonisante de 3 mètres au-dessus du sol. C'était un message écrit dans le langage universel de la douleur. Étienne savait que la pitié serait interprétée comme une faiblesse fatale. Chaque pieu était un avertissement brutal. Ici, sur cette terre des froides, le prix de l'invasion n'est pas seulement la défaite, c'est une mort lente, publique et humiliante. Le pape l'appela athlète du Christ, tandis que le sang des infidèles séchait sur ses mains calleuses. C'est le paradoxe éternel de la guerre sainte. Pour sauver les autels de marbre de Rome, quelqu'un devait être prêt à marcher avec des bottes tachées de boue et de viscères humains. À la fin, l'homme resta terriblement seul avec sa conscience. Ils disent qu'il construisit 48 églises, une pour chaque bataille gagnée. Cherchait-il à remercier Dieu ou cherchait-il un pardon désespéré? Était-ce de la dévotion pure ou la tentative de nettoyer son âme de la tâche indélébile de 50 ans de massacre continu? Des siècles plus tard, les paysans de Moldavie continuaient de trouver des os en labourant la terre noire, des dents, aux côtes, des crânes brisés. La terre de Vaslui devint incroyablement fertile. Le blé poussait plus haut et plus fort là-bas, nourri par l'azote d'un empire déchu. Le cycle de la vie, nourri par la mort massive, la peur d'Étienne s'incrusta dans la mémoire génétique ottomane. Pendant des générations, les mères turques effrayaient leurs enfants espiègles, non pas avec des monstres imaginaires, mais avec le nom du prince de Moldavie. Il devint le croque-mitaine, le cauchemar récurrent qui vivait de l'autre côté du Danube. Aujourd'hui, son épée repose dans un musée à Istanbul, emportée là-bas des années après sa mort. Il est ironique que l'arme qui a versé le plus de sang turc soit maintenant gardée par les descendants de ses ennemis. Elle est derrière une vitre épaisse, froide et silencieuse, mais l'acier se souvient encore de la chaleur du combat. Revenons pour la dernière fois dans cette vallée. En janvier 1475, la brouillard se lève lentement. Le silence tombe de nouveau sur le marécage. Rouge, un corbeau solitaire se pose sur le turban d'un général mort. Il regarde autour de lui avec des yeux noirs et croasse au vent. Étienne nettoie sa lame avec un morceau de soie arraché à un ennemi. Il ne sourit pas, il ne célèbre pas la victoire. Il regarde vers l'horizon sud, vers là où il sait que d'autres viendront. Il range l'épée dans le fourreau avec un coup sec métallique.